Noémie, bienvenue. Merci d'avoir accepté d'intervenir pour ce rendez-vous des réseaux. Donc on est un petit peu moins nombreux que ce qui était prévu. Il y a eu quelques désistements, mais d'où l'intérêt d'enregistrer pour que des collègues qui sont pas là puissent bénéficier de ton intervention. Alors je parlais juste avant que l'enregistrement commence des jeudis militants euh, pour expliquer à tout le monde. Au départ, on a pris contact avec Noémie et Amnesty pour une éventuelle intervention justement dans le cadre des jeudis militants sur la question de lutter contre les idées d'extrême droite. Et puis, Noémie, tu l'expliqueras peut-être, mais donc finalement, on a convenu qu'il était plus pertinent, en tout cas pour commencer, de faire une intervention vraiment sur les ressources pédagogiques très nombreuses proposées par Amnesty International, donc dans le cadre d'un rendez-vous des réseaux parcours éducatifs et culturels. Et puis on verra si pour la suite aussi en fonction, je pense, si je me souviens bien, du positionnement d'Amnesty, vous interviendrez ou pas sur un jeudi militant en 2027. Alors donc Noémie, je vais te laisser te présenter Amnesty et puis des exemples de ressources. Alors sachant que si aussi certains et certaines d'entre vous ont déjà des liens avec Amnesty, c'est intéressant de pouvoir en témoigner. Et finalement, la grande difficulté, avec qu'on a préparé, c'était de savoir qu'est-ce qu'on choisissait comme ressources, parce que vous verrez qu'il y en a vraiment énormément. Donc, on a fait une focale qui illustre voilà, ce que Amnesty propose, mais c'est évidemment pas la seule ressource dont nous pourrons disposer et que nous pourrons utiliser sur les modalités que Noémie va nous présenter. Donc, Noémie, c'est à toi. Parfait, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Donc, on est ensemble pendant 1 heure, hein, c'est bien ça? Oui, Oui, c'est ça. Ouais. ouais, impeccable. Donc, c'est ça, on est ensemble pendant 1 heure et bien, comme tu l'expliquais, j'ai prévu de déjà donner un petit peu une présentation sur ce qu'est Amnesty. Peut-être certaines d'entre vous ne savent pas exactement, donc je reviendrai rapidement là-dessus. Vous parler de ce que nous, on appelle l'éducation aux droits humains. Et puis, effectivement, présenter plus particulièrement des ressources sur les discours toxiques, puisque c'est ce qu'on a choisi parmi les nombreuses thématiques qu'on peut aborder chez Amnesty. Voilà, donc j'espère que tout ça vous inspirera. Je pense que je vais partager mon écran, donc ensuite je ne vois pas vraiment le chat. Et je crois qu'on s'était mis d'accord sur le fait que c'était plutôt à la fin les questions. Ouais, et puis si tu veux, de toute façon, moi, je jette un coup d'œil sur le chat si jamais il y a des questions. Un petit détail, parce que comme tu vas partager une vidéo à un moment donné, quand tu vas commencer à partager ton écran, regarde bien en haut à droite, je crois, s'il y a une petite pastille où il y a marqué partager le son de mon ordinateur. Parce que si jamais tu ne le fais pas, on ne bénéficiera pas du son de ta vidéo. Ouais, tout à fait. Très bien. Ben, ça marche. Oui, donc du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, vous pouvez les noter dans le chat. Et puis Hervé peut se faire le relais, ou alors on peut aussi en échanger à la fin. Eh bien, c'est parti. Je vais partager donc mon écran. Alors, je retrouve. Hop. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez bien? C'est bon. Parfait. Alors, on le voit pas en diaporama pour l'instant, on le voit en... Voilà, là c'est parfait. C'est bon, impeccable. C'est un petit peu. Eh bien, très bien. Donc voilà, ça je l'ai déjà dit. Je vais parler de l'éducation chez Amnesty International France. Pour commencer, je vais vous parler d'Amnesty International, de cette ONG qui travaille en fait sur les droits humains.
notre combat à nous, il est sur la défense des droits humains. Donc, on va beaucoup s'appuyer sur le droit international notamment. Je vous ai par exemple ici mis l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est vraiment un texte fondateur pour nous sur lequel on se réfère beaucoup. Et donc voilà, l'article 1er, c'est bien: tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ça, c'est un article qui nous guide, je dirais, au quotidien, chaque jour, dans tout ce qu'on fait. Il y a aussi une petite mention sur la photo qui dit 100% indépendant. Ça aussi, c'est important pour nous, c'est-à-dire que financièrement, en fait, on ne fonctionne que sur des dons de personnes, d'individus. On n'est pas du tout financé par des fonds publics ou par des entreprises. Voilà, on est vraiment uniquement financé par des dons de personnes qui croient en ce que nous faisons et qui nous permettent aussi d'être indépendantes, parce que je vais vous parler juste après de nos modes d'action. Mais par exemple, quand on va mener des enquêtes et dénoncer certaines choses, eh bien, on peut se le permettre puisqu'on n'a pas de lien, notamment avec des entités gouvernementales, étatiques. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment la défense des droits humains qui va nous guider chaque jour. Notre comment est-ce qu'on fait ça chez Amnesty? Eh bien, on va enquêter, alerter, agir. Je crois que Amnesty est surtout connu pour son travail de plaidoyer dans le cadre de campagne. Donc, bien entendu, d'abord enquêter, c'est-à-dire qu'on est présent dans environ 70 pays dans le monde, mais on peut aussi mener des enquêtes, des recherches dans d'autres pays. Donc, on a des enquêteurs, des enquêtrices qui vont sur le terrain pour recouper les informations, chercher des preuves qui permettent ensuite bien d'alerter, de faire des rapports, d'alerter des personnes qui sont élues ou des gouvernements ou le grand public aussi. Dans l'alerte, il y a un travail de plaidoyer, aller porter la parole auprès de nos élus pour faire passer des lois ou au contraire ne pas en faire passer parfois. Et puis, oui, la dernière action, c'est justement agir. Alors derrière ce mot agir, il y a plein de choses, mais ça va être faire signer des pétitions justement pour convaincre des personnes de faire passer des lois, par exemple. On va aussi pour faire sortir de prison des personnes qui sont emprisonnées justement dans le monde. Et on va aussi avoir tout ce qui est l'éducation aux droits humains, dont je vais vous parler plus particulièrement, ces séances de sensibilisation, d'éducation aux droits humains. C'est ce que je fais moi au quotidien. Moi, je suis chargée de projets au sein du service éducation aux droits humains. Et donc, je vais vous en parler plus particulièrement. Donc, qu'est-ce que c'est? On parle aussi d'EDH, pour aller plus vite, l'éducation aux droits humains, comme un mode d'action. On parle aussi souvent de l'éducation sur, par, pour les droits humains. Donc, bien entendu, l'éducation sur les droits humains, parce que finalement, dans toutes les notions qu'on va aborder, on va parler des droits humains. On va aussi parler des cadres, des mécanismes juridiques, des textes juridiques, surtout de droit international. Ça, c'est pour le sur, pas sur les droits humains. Si je passe à par les droits humains, l'éducation par les droits humains, ça va me parler aussi chez les Franca. C'est parce qu'on utilise beaucoup des méthodologies d'éducation populaire, des méthodologies participatives, actives, où on met les personnes qui sont en apprentissage au cœur de leur apprentissage,
On les met en mouvement, on les fait réfléchir, on les fait débattre, on essaie de développer leur esprit critique. On ne vient pas avec des idées toutes faites pour qu'ils y adhèrent, mais au contraire, ce qu'on veut, c'est les faire réfléchir. Et donc, toutes les méthodologies qu'on va utiliser, finalement, participent à faire vivre les droits humains, puisqu'on va encourager la participation, la liberté d'expression, mais aussi la non-discrimination. Donc voilà pourquoi on dit l'éducation par les droits humains. Et puis enfin, l'éducation pour les droits humains, puisque finalement, la finalité de toutes ces séances de sensibilisation et d'éducation aux droits humains, c'est bien de développer des compétences, des connaissances, des attitudes qui permettent de promouvoir le respect des droits humains, la défense aussi de ses propres droits et des droits des autres également. Voilà en résumé l'éducation sur, par et pour les droits humains. Donc, les objectifs de l'EDH, j'en ai déjà un petit peu parlé, hein, on va donc accompagner une prise de conscience, une meilleure compréhension des droits humains. On essaye de partager des connaissances, des compétences pour ces droits, les partager, les défendre, les respecter. Et puis aussi, on encourage à se questionner sur ses propres comportements, sur ses propres attitudes, pour éventuellement les adapter, les faire évoluer. Et on dit souvent que l'éducation aux droits humains, mais je pourrais dire l'éducation finalement, n'a pas d'âge. C'est bien pour tout le monde. Et donc, on va proposer des ressources pédagogiques qui sont autant pour des enfants que des ados, que pour des adultes également. On n'a jamais terminé d'apprendre sur les droits humains, ni même de se questionner finalement sur ses propres comportements face aux droits humains. Alors, parmi les thématiques abordées, donc effectivement, comme je le mentionnais, on a beaucoup de choses. On va toujours aborder ces thématiques avec l'angle des droits humains, mais finalement, c'est très large. On peut parler de plein de choses. Donc, ça va aller bien entendu, des textes, des droits fondamentaux, comprendre de quoi on parle, en fait, quand on parle de droits humains. Ça peut aussi être la lutte contre les discriminations, mais aussi les droits des femmes, les droits des personnes LGBTI+, ou aussi quels sont les liens entre le climat, le dérèglement climatique et les droits humains, quel impact cela a. Ça peut aussi être l'impact des technologies sur les droits humains. Voilà, donc on a tout un panel de ressources pédagogiques que vous pouvez découvrir sur notre site internet. Je vous ferai passer bien entendu le PowerPoint où j'ai mis des liens, donc si vous avez envie de creuser, j'espère, plus tard vous pourrez aller voir aussi tout ça. Voilà pour toutes ces thématiques. Donc les ressources pédagogiques qu'on a développées, elles sont toutes gratuites. Je vous parlais tout à l'heure de notre indépendance financièrement, et le deal, j'ai envie de dire, avec nos donateurs et nos donatrices, c'est que tout ce qu'on produit doit être accessible gratuitement à tout le monde. Et donc notamment nos rapports, nos enquêtes, mais aussi nos ressources pédagogiques sont accessibles en ligne gratuitement. On a des activités qui sont à télécharger en version PDF depuis notre site internet, notre espace éducation. Donc voilà, il suffit d'aller explorer via toutes les thématiques et puis ensuite télécharger un document PDF dans lequel on est le plus précis possible. Vous connaissez ça aussi, on essaie de donner le maximum d'informations sur le matériel qui est nécessaire, la durée, le nombre de participants, et puis le déroulement. On essaie d'expliquer au maximum comment mettre en place finalement l'activité avec chacune des étapes. Et puis, à côté aussi de l'espace éducation, on a des livrets pédagogiques, donc qui sont plus conséquents et qui sont accessibles aussi. Soit vous pouvez les commander, je vous ai mis les liens aussi,
en version numérique ou en version papier aussi. Et donc là, on est donc, pour chacune des thématiques, on a environ 4 ou 5 chapitres et à l'intérieur, environ 4 ou 5 activités, puisque en fait, comme tout à l'heure, je le disais, on n'a jamais fini d'apprendre, on sème des graines. Ce qu'on encourage, c'est vraiment de faire des parcours finalement, et donc plusieurs activités pour creuser un sujet. Et donc chacun de ces chapitres essaye de proposer une séquence pédagogique qui permet progressive, évolutive. Aujourd'hui, on a 4 thématiques dans les livret pédagogiques que vous voyez donc ici. La peine de mort et son abolition, les discriminations, les droits humains et la DDH, et puis les discours toxiques. Et là, justement, d'ici fin juin, on va en avoir un nouveau qui va sortir sur le genre et les droits humains. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire et je pourrais bien entendu vous transmettre. Donc, on a des ressources pédagogiques qui sont disponibles. On a aussi des formations. Alors, on a une formation notamment en ligne. En fait, sur notre plateforme de formation en ligne, où il y a plusieurs cours plutôt qui sont sur des thématiques en particulier. On a aussi ce cours-là d'introduction à l'EDH. C'est un cours qui est court. En 1h30, voilà, on peut le faire, vous pouvez le faire à votre rythme. C'est vraiment pour transmettre les fondements des droits humains, de l'éducation aux droits humains, présenter d'une manière plus dynamique les ressources pédagogiques, donner des conseils pratiques sur la mise en place des activités, proposer des exercices et aussi vous accompagner dans la création en fait, d'une séquence pédagogique. Voilà, c'est un pied à l'étrier de faire cette formation en ligne. Et on va développer dans l'année qui vient et puis ensuite des formations qu'on voudrait ouvrir plus justement à des personnes comme vous, des personnes extérieures à Amnesty, des formations en présentiel. Donc, peut-être plus sur aussi des thématiques. On est en train de réfléchir à tout ça, mais on sait que la thématique, notamment des discriminations, c'est quelque chose qui est très évoqué par nos partenaires et qui a des besoins, et notamment les discriminations raciales. Donc voilà, je le pose là comme une piste. Et puis enfin, bien entendu, dans ce qu'on propose, on a tout un réseau de bénévoles qui animent des séances d'éducation aux droits humains un peu de partout en France, dans différentes structures. C'est vraiment très, très divers. Ça peut être à l'école, mais ça peut être aussi dans des centres de loisirs ou des choses très diverses, des centres culturels ou même des centres de détention. Et donc, en fait, on ne voit pas qu'il y a un lien, mais sur l'image, si vous cliquez, vous accédez en fait sur notre site internet à la recherche en direct. Vous pouvez, en fonction de là où vous vous trouvez, vous pouvez retrouver les équipes bénévoles qui sont les plus proches de chez vous avec les coordonnées. Et donc, si ça vous intéresse de faire aussi venir ou créer des projets avec les bénévoles au plus proche de vous, c'est tout à fait possible. Et effectivement, comme disait Hervé, il y a des choses qui sont déjà des liens qui sont déjà faits avec les Francas. Je sais que dans certaines régions, c'est le cas, mais n'hésitez pas à nous le dire parce qu'on a parfois des difficultés à avoir toutes les informations de tout ce qui se passe. Il y a tellement de tout ce qui se passe sur le terrain. Donc, on est ravis de savoir et puis surtout de le valoriser aussi. Voilà, j'ai terminé sur le côté Amnesty. Je vais continuer s'il n'y a pas de questions pour l'instant. Est-ce qu'il y en a Je veux bien te poser une question, Noémie, parce que tu as parlé de les discriminations raciales et tu m'avais envoyé il y a quelque temps une proposition là de participer à une présentation. Donc, en fait,
comme la date a été reportée, est-ce que c'est quelque chose qui sera, enfin, comment ça sera ouvert? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, des collègues, là, des camarades qui sont présents aujourd'hui peuvent aussi être participer à ce temps d'échange? Est-ce que tu peux, avant de commencer la deuxième partie de ton intervention, juste repréciser un peu cette expérimentation dans les yeux d'une personne racisée? Je crois que c'est ça l'outil que vous voulez présenter. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que, en fait, c'est parti du fait qu'on a, je l'ai pas forcément expliqué, mais moi, je suis plus en charge des formations de l'accompagnement, en fait, des professionnels de l'éducation qui vont utiliser nos ressources pédagogiques. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et on le fait soit parce qu'il y a des personnes individuellement qui sont intéressées, mais on le fait aussi via des partenaires, comme par exemple les Franca. Et en fait, c'est vrai qu'en discutant des enjeux en ce moment voilà, qui nous inquiètent, des besoins aussi des différents partenaires, on nous a beaucoup dit, on m'a beaucoup dit que des formations sur les discriminations raciales, ce serait vraiment important et intéressant. Et donc, en fait, je me suis dit qu'il fallait mettre en lien ces différents partenaires qui me disent tous que c'est important. Et donc là, ma proposition d'abord, c'était nous retrouver entre différentes structures pour un peu comprendre les besoins, justement. Est-ce que ça se recoupe? Donc, et présenter effectivement ce module de réalité virtuelle qu'on a développé qui s'appelle dans les yeux d'une personne racisée. Donc, on est vraiment avec un casque, on est à l'intérieur, on vit l'expérience d'une personne qui vit des discriminations au quotidien. Et de là, on aimerait aussi étendre et en faire une formation un peu plus profonde, plus riche. Donc, dans ce premier temps d'échange, ce que je proposais, c'était vraiment comprendre qu'est-ce que vous faites déjà, quels sont les besoins, qu'est-ce que nous, on pourrait apporter en fait chez Amnesty. S'il y a des personnes ici qui souhaiteraient participer à ce premier échange avec d'autres structures, avec grand plaisir, c'est tout à fait possible. On avait imaginé 2 heures et demie pour pouvoir tester le module de réalité virtuelle et puis réfléchir ensemble voilà, aux besoins. Et puis après, c'est surtout si vraiment on se dit que, eh bien, il y a un besoin, des envies de formation, alors on peut voir comment l'organiser et faire venir encore d'autres personnes des Francas sur une formation plus longue. Une journée, vraiment, ou 2 journées D'accord. même. Ok. Voilà. Très bien. Et donc effectivement, ça, on pourra en reparler dans les perspectives, mais c'est vrai que sur les formations, c'est quelque chose qui peut nous intéresser. Et pour l'instant, je vous dis bois, mais on a des possibilités de financement, nous, dans le cadre de notre OPCO Uniformation, qui finance des actions collectives nationales de formation. Donc voilà, on pourra en reparler. Ouais, c'est fin de Super. la parenthèse. Génial. Eh bien, merci beaucoup pour cet intérêt. Trop bien. Eh bien, je vais continuer. Je regarde juste l'heure. OK. Ça va, bien. Et je vais passer cette fois-ci au discours toxique et à nos ressources pédagogiques spécifiquement sur ce thème. Ce que nous, on appelle discours toxique chez Amnesty, c'est plus large que les discours de haine. Je crois que vous l'avez compris, je l'ai beaucoup répété. On est une association, une ONG de juristes. En fait, les mots ont vraiment leur importance. Et donc, les discours de haine, les discours d'appel à la haine, c'est quelque chose de très spécifique. On parle de discours toxiques, on parle vraiment de manière générale, tous ces propos qui contribuent à stigmatiser des personnes, des groupes de personnes qui blessent et qui alimentent en fait l'hostilité envers ces personnes-là. C'est bien plus large. Dans les activités qu'on va proposer, les objectifs vont être d'identifier de quoi on parle justement quand on parle de discours toxiques, parler aussi spécifiquement de ces discours en ligne, de comprendre
et d'apprendre à évaluer la gravité de ces discours, mais aussi de développer des stratégies de réponse qui sont soit individuelles, soit collectives aussi. Et c'est vrai que je l'ai peut-être pas dit avant, mais dans toutes les ressources, sur toutes les thématiques, on a des fiches mémo. C'est-à-dire qu'on sait que les thématiques qu'on propose, elles sont parfois pointues, et donc il faut avoir des connaissances aussi théoriques avant de se lancer. Et donc, dans ces fiches mémo, par exemple, ici, on va aborder la liberté d'expression, le cadre, quelles sont ses limites, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de discours toxiques, quelles sont la portée, l'impact, etc. Donc, ça, c'est pour voilà, vous dire que à côté des activités très pratiques de mise pour l'animation, on a aussi des fiches mémo qui permettent d'alimenter les discussions et de se préparer aussi soi en tant qu'animateur ou animatrice. Et, du coup, pour les ressources pédagogiques sur cette thématique, on a donc un livret et puis on a c'est mes écouteurs qui sont en batterie basse, mais je pense que ça devrait le faire. Si jamais vous ne m'entendez plus, faites des grands signes. Voilà, donc on a toutes nos ressources là aussi, hein, bien sûr, sont gratuites à disposition en ligne. Et donc le livret Les discours toxiques, vous pouvez le commander en version numérique ou en version papier si vous souhaitez le recevoir à la maison. Alors, c'est là que je voulais vous montrer cette vidéo. J'espère que ça va fonctionner. Alors, je vais vous montrer, je pense, une partie de la vidéo sur les discours toxiques. J'arrêterai avant la fin, mais vous aurez le lien si vous souhaitez la voir en totalité après. Est-ce que je fais juste un petit test de son, comme ça je vous vois et je suis sûre que ça fonctionne. Est-ce que le son... Discours toxique. C'est bon. Ouais, super. Alors, je vais vous le mettre en plein écran. Peut-être un tout petit peu plus fort. Voilà. Voir pour comprendre les discours toxiques. Par contre, Noémie, Commentaires homophobes sur YouTube, hashtag raciste et harcèlement sexiste. Pardon? On est toujours sur le diaporama, c'est-à-dire qu'on entend le son et on voit pas la vidéo, donc il faut sans doute que tu... Alors, soit que tu départages et repartages en ouvrant la fenêtre vidéo. Ça va pas basculer automatiquement, malheureusement. Ça marche. Parce que j'ai fait fenêtre. Alors, inclure le son. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, mais c'est toujours, on voit ton écran, mais c'est toujours le diaporama. C'est toujours le diaporama? Je pensais que j'avais enlevé le... Alors, excusez-moi. Si je sors, vous ne le verrez plus. On va y arriver. Et si jamais tu n'y arrives pas, comme tu m'avais envoyé ton diaporama, je peux éventuellement prendre le relais si ça ne fonctionne pas. Tu me diras. Ouais, alors je teste une dernière chose. Ouais, ok. Sinon, je vais t'envoyer le lien parce que je ne comprends pas pourquoi. Je vais bien arrêter le partage et hop, je ne veux pas. Non, c'est vraiment bizarre. Bon, si ça te dérange pas, je vais te partager le lien YouTube. Bah, je l'ai, tu me l'avais mis sur ton... Parfait. Tu me l'avais mis sur le
Alors, vous me dites si vous le voyez là. Alors, pas pour l'instant. On voit, Voir ouais, pour comprendre effectivement, les ouais. discours toxiques. C'est bon? Ouais, si tu peux mettre en Oui, plein c'est écran. bon, regardez. Ouais, je vais mettre en plein écran. Ok. Hop. Je vais faire ça. C'est bizarre, pourquoi je vois pas, moi. Hop. Hop. Vous me dites si c'est bon. C'est bon. Commentaires homophobes sur YouTube, hashtags racistes et harcèlement sexiste sur Twitter, appel au rassemblement anti-réfugiés, propos anti-musulmans sur Facebook, ce ne sont que quelques exemples des contenus que l'on peut voir fleurir sur les réseaux sociaux. Sur la toile, ces messages de haine se répandent rapidement. Ils agissent comme un poison toxique qui véhicule des stéréotypes et des idées reçues et crée un climat hostile aux droits humains. Amnesty International considère comme discours toxique toute forme d'expression stigmatisant ou traitant différemment et de manière défavorable des personnes en raison de caractéristiques réelles ou supposées telles que l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, la religion, le handicap, etc. Et les conséquences de ces discours sont évidemment nombreuses et dramatiques. Pour les personnes ciblées, cela se traduit par un sentiment d'insécurité, une perte de confiance en soi ou de l'isolement pour les effets les plus courants. Cela peut renforcer un sentiment de marginalisation sociale chez des personnes déjà vulnérables, pouvant conduire à la dépression, voire même parfois au suicide. Quand j'ai vu le nombre de messages postés et leur fréquence, j'ai été submergé par un sentiment de peur et d'insécurité. On m'a visé tout particulièrement parce que j'étais juive, et on m'a dit que je devais être brûlée vive dans un four. Des groupes organisés de nazis ont tweeté qu'ils m'avaient à l'œil, et c'était horrible. Je reçois des menaces de mort environ 2 fois par semaine, juste parce que je crois que tout le monde devrait avoir accès aux moyens de contraception, à une couverture médicale et à la possibilité d'avorter. Le harcèlement qui vise certains militants et militantes peut aussi les pousser à s'auto-censurer par peur des représailles. Les menaces et propos haineux limitent la capacité des internautes à agir et à défendre leurs droits. Ils ont donc un impact négatif sur la qualité de vie démocratique et sur les droits humains. En étant diffusés très massivement et à grande échelle sur Internet, les discours toxiques véhiculent l'idée que les opinions et l'hostilité qu'ils expriment sont partagées par beaucoup. Qu'ils soient formulés de façon explicite ou subliminale, ils renforcent la stigmatisation de certains groupes. Avec le temps, cela peut favoriser l'émergence de comportements discriminatoires de plus en plus violents, comme les persécutions ou encore les crimes de haine. Nous l'avons vu dans le passé, les médias peuvent jouer un rôle important dans l'installation des climats de haine envers certaines communautés. La propagande antisémite diffusée dans les journaux durant la Seconde Guerre mondiale ou encore les appels au meurtre des Tutsis à la radio au Rwanda ont été reconnus comme des éléments déterminants ayant conduit au génocide. Aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux représentent pour beaucoup d'entre nous une source d'information importante. Ils ont une influence sur nos perceptions et sur les représentations que l'on se fait de certaines personnes ou de certains groupes. Des propos haineux sur Internet peuvent donc avoir des répercussions bien concrètes hors ligne. Par exemple, au Myanmar, la mission d'enquête de l'ONU sur les violations des droits humains commises a mis en évidence le rôle joué par les recours à Facebook dans la dissémination des discours toxiques contre les Rohingyas. Certains invoquent leur droit à la liberté d'expression pour pouvoir déverser leur haine sur les réseaux sociaux. Nous posons donc la question, peut-on vraiment tout dire au nom de la liberté d'expression ? Au niveau international, la liberté d'expression est inscrite à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Toutefois, l'article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques précise que tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi. En France aussi, le Code pénal et la loi sur la liberté de la presse de 1881, qui fixe le cadre de la liberté d'expression, prévoient certaines limites. Porter atteinte à la vie privée et au droit à l'image d'autrui, l'injure, la diffamation, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, l'apologie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, des crimes de réduction en esclavage, du terrorisme et la contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité sont interdits par la loi.
Sur Internet, la quantité des messages et leur diffusion rapide et virale rendent difficile l'application de ces lois et contribuent à donner un sentiment d'impunité aux auteurs de ces propos souvent anonymes. De plus, les dispositifs mis en place par les réseaux sociaux pour permettre aux usagers de signaler les contenus problématiques semblent également bien souvent inefficaces. Alors que faire ? Des actions existent pour faire entendre d'autres voix et lutter contre les discours toxiques en ligne, sans pour autant restreindre la liberté d'expression. Tout d'abord, et cela semble être le plus évident, il est important de s'informer et de montrer sa solidarité. Les mobilisations citoyennes et les mouvements sociaux comme les hashtags Black Lives Matter et MeToo, qui ont vu les témoignages d'anonymes se répandre sur la toile et libérer la parole de milliers d'autres, permettent de dénoncer à grande échelle les propos, les discriminations et les violences que subissent certains groupes. Soutenir ces mouvements, relayer leurs messages et donner de la visibilité à la parole de celles et ceux qui tentent de défendre leurs droits, c'est la première étape indispensable pour lutter contre la haine dont ces personnes peuvent faire l'objet. Il est aussi important que les plateformes et les réseaux sociaux prennent leurs responsabilités pour faire respecter la dignité de leurs usagers et usagères. Nous avons par exemple interpellé Twitter pour qu'il réagisse aux nombreuses plaintes de personnes ayant subi des propos violents et du harcèlement sexiste sur la plateforme. Il est important de proposer des contre-discours afin de discréditer et déconstruire les arguments ou les idées qui viennent alimenter la haine envers certains individus ou certains groupes. Vous pouvez aussi construire des récits alternatifs afin de promouvoir des messages positifs et favorables aux droits humains. Vous vous opposez à la haine envers les réfugiés, montrez-le. Vous ne supportez plus le sexisme et l'homophobie omniprésents sur les réseaux sociaux, alors faites-le savoir. Pour que la haine ne se banalise pas, il est important de nous mobiliser. Internet est un formidable outil pour rassembler, créer et étendre les réseaux. Face à la multitude de discours toxiques, chaque internaute qui agit contribue à la défense d'un monde où les droits humains de chaque personne sont respectés. Car comme le disait Angela Davis, je n'accepte plus les choses que je ne peux pas changer, je change les choses que je ne peux pas accepter. On l'a mis sur notre espace éducation. Donc, vous pouvez le retrouver et l'utiliser si vous souhaitez avec vos publics. Donc, c'est vrai, ce que j'ai pas précisé, c'est quand même que la majorité des ressources pédagogiques sur cette thématique des discours toxiques, je dirais à partir du secondaire ou pour des adultes. Mais voilà, il faut, de par les thématiques qui sont abordées, les propos en fait qui sont abordés, et puis la manière d'animer les choses, on est plutôt à partir de 12 ans, voilà, des animations à partir de 12 ans. Hop, voilà, alors je vais commencer. Donc, je vais lancer, donc il va y avoir voilà, vous voyez sur la gauche, il y a un QR code qui s'affiche. Vous pouvez le scanner avec votre téléphone portable si vous voulez participer. Et sinon, vous pouvez, si vous voulez utiliser plutôt votre ordinateur, vous pouvez aller sur kahoot.it et ensuite, depuis le navigateur, entrer le code PIN qui s'affiche ici. Donc, c'est 675 14 22. Voilà, et ensuite, vous pouvez rejoindre la partie en mettant un nom. Et voilà, donc je vois qu'il y a des personnes qui sont déjà là. On va attendre que tout le monde soit là, ou en tout cas, enfin, voilà, il n'y a pas d'obligation à participer, mais parfait, je pense que voilà. 8 participants, je crois que j'ai vu qu'on était 9 avec moi. Je vois qu'il y a des collègues qui nous rejoignent aussi. Bonjour.
Super. Eh ben, allez, je vais commencer. Donc, au cas où il y aurait des personnes qui ne l'auraient jamais fait, donc il y a des questions qui s'affichent sur l'écran. Et puis ensuite, vous avez des réponses. Vous pouvez choisir parmi les réponses. Parfois, il y a plusieurs réponses qui sont possibles. Donc, c'est généralement indiqué quand c'est le cas. Et donc, vous pouvez choisir en fonction de la couleur ou aussi de la figure géométrique. Un triangle, un rond. Allez, Julie, je commence. Donc, la première question, c'est par rapport à la définition des discours toxiques. Donc, pour Amnesty International, quand on parle de discours toxiques, on parle de toute forme d'expression qui stigmatise ou traite différemment et de manière plutôt défavorable, donc qui traite différemment et de manière défavorable des personnes en raison de certaines caractéristiques, ou plutôt de manière favorable des personnes en fonction de ces caractéristiques. Tout le monde a bien répondu, effectivement. Voilà, quand on parle de discours toxiques, on dit bien que ce sont des propos, toute forme d'expression qui va stigmatiser, donc c'est-à-dire qui dénonce, qui critique publiquement quelqu'un, ou aussi un acte qu'on juge moralement condamnable ou répréhensible, et qui traite différemment ou de manière bien sûr défavorable des personnes en raison de certaines caractéristiques qui sont soit supposées, soit réelles. Et donc, parmi ces caractéristiques, on va avoir l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, la religion, le handicap. Finalement, toutes les caractéristiques, les critères de discrimination, en fait. Seconde question, donc quelles peuvent être les conséquences pour les personnes qui sont ciblées par un discours toxique? Donc là, on a plusieurs réponses qui sont possibles. Quelles pourraient être ces conséquences? Est-ce que ça pourrait être un sentiment d'insécurité, une perte de confiance en soi ou d'isolement? Est-ce que ça peut être l'autocensure? Tous répondus. Donc, effectivement, en fait, là, toutes les réponses étaient bonnes. Effectivement, ça peut être soit un sentiment d'insécurité en tant que personne, ça peut être aussi, si on vise spécifiquement des défenseurs des droits humains, des militants, des militantes, on va empêcher ces personnes de militer, de défendre leurs droits par peur de représailles. Et puis, ça peut être aussi un sentiment de marginalisation sociale, encore plus, qui est renforcé encore plus chez les personnes les plus vulnérables. Par contre, Noémie, c'est un petit point technique, mais on n'a pas pu répondre à plusieurs réponses. Une fois qu'on a eu cliqué sur la première, c'était terminé. Ouais, j'ai vu ça, effectivement. Je pense qu'en fait, ça a été mal. Les modalités sont pas bonnes. Je suis désolée, parce que je pense que ça va peut-être être le cas sur d'autres. Je me le note de changer ça. La question suivante, parce qu'ils sont massivement diffusés sur Internet, les discours toxiques donnent l'impression qu'ils sont très partagés. Donc, est-ce que c'est plutôt vrai? Est-ce que c'est plutôt faux? Effectivement, c'est vrai, hein, puisqu'on diffuse le fait que ce soit sur Internet, il y ait énormément une quantité en fait, de personnes qui diffusent ces messages. On pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et donc, ça fait d'autant plus mal, en fait. C'est à grande échelle sur Internet. Et donc, vraiment, ces discours toxiques véhiculent l'opinion, l'hostilité à grande échelle. Donc, une autre question, quelles peuvent être les conséquences à plus long terme des discours toxiques? Ce serait plutôt l'émergence de comportements discriminatoires qui pourraient être de plus en plus violents. Est-ce que ça pourrait être au contraire une émergence d'une société de plus en plus accueillante pour tout le monde? Vous l'avez compris, parfois les questions sont assez simples. Je vais vite aussi parce qu'on a peu de temps, mais c'est vrai que ces questions-là, ça peut permettre de débattre en fait entre chaque question. Alors,
vous avez vu qu'il y a des petites slides de compréhension pour aller plus loin. Et donc, avec des jeunes, ça permet aussi de pouvoir creuser la question. Une autre question, Internet et les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle dans l'installation d'un climat de haine envers des communautés. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Que les réseaux sociaux peuvent jouer, et donc les discours toxiques peuvent jouer un rôle dans le développement d'un climat de haine. Voilà. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Ça a été par exemple un des cas que vous avez dû entendre sur les Rohingyas au Myanmar. C'est que Facebook a eu vraiment un rôle dans les discours et les comportements de haine à l'encontre des Rohingyas. J'avance un peu vite parce que je voudrais vous présenter d'autres choses. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans cette déclaration, quel est l'article qui parle de liberté d'expression? Est-ce que vous savez quel est le numéro de cet article? C'est le 10, le 73, le 19, le premier. Oui, effectivement. Alors, c'est le 19. Il y en a 30 déjà, donc le 73, ça ne marchait pas. Et le 19, l'article 19, c'est celui qui parle de liberté d'expression et qui dit « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir, de répondre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. » Ça, c'est l'article 19 de la DVDH. Au-delà de ce droit, il y a en France un texte qui fixe le cadre de cette liberté d'expression et justement qui prévoit tout de même certaines limites. Est-ce que vous savez quel est ce texte? Donc, en effet, il s'agit du Code pénal et de la loi sur la liberté de la presse de 1881. Bon, avant de passer, ça c'est vraiment important quand on parle justement de liberté d'expression. C'est important d'avoir de la liberté d'expression, mais notamment en France, il y a un cadre qui limite cette liberté. Par exemple, bien, on va en parler. Quelles sont les propositions parmi les propositions qu'on va faire, laquelle n'est pas une limite au cadre de la liberté d'expression qui est prévue par la loi en France? Donc là, on a 4 propositions, laquelle n'est pas une limite qui est prévue par la loi. Donc, bah oui, le non-respect des règles de politesse, bon, ça fait pas partie de la loi. C'est pas bien non plus, mais en tout cas, on peut pas poursuivre quelqu'un dans les tribunaux. Par contre, effectivement, dans la loi, on dit qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, l'atteinte à la vie privée, à l'image d'autrui, ça va être partager une photo sur les réseaux sociaux sans le consentement d'une personne. La diffamation, donc dire des choses d'une personne qui ne sont pas vraies et qui peuvent porter atteinte à sa dignité, par exemple. Ou l'apologie de crimes de guerre, l'appel à la haine. Voilà, tout ça, c'est des choses qui encadrent la liberté d'expression et qui sont interdites, donc qui limitent tout de même cette liberté-là. Voilà, j'avance un petit peu vite. Ici, cette question-là, nous sur Internet, la quantité, la diffusion rapide et virale des messages rend difficile l'application de ces lois. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je disais tout à l'heure, voilà, Internet amplifie vraiment ces messages et la portée de ces messages. Et en plus, effectivement, elle rend difficile l'application des lois. Donc, il y a des choses qui existent. Par exemple, il y a la plateforme Pharos qui existe pour dénoncer des discriminations
Mais malheureusement, il y a tout de même de l'impunité par rapport à ces discours toxiques. Alors, à votre avis, quand même, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Comment est-ce qu'on peut lutter contre les discours toxiques en ligne sans toutefois limiter la liberté d'expression? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle? Bon, là aussi, la modalité n'est pas, est pas excellente, je me rends compte. Et en fait, on peut faire tout ça finalement. On peut s'informer, montrer sa solidarité, on peut proposer des contre-discours, construire des récits alternatifs. Voilà, ça c'est à notre échelle aussi, on peut participer à la lutte contre les discours toxiques en ligne. Hop, j'avance vite, je suis désolée. Allez, on consulte quand même le podium. Je sais que c'est toujours important. Donc, on avait Aline en numéro 3, JL en numéro 2 et en numéro 1. Attention, mon tambour. Camarade. Ah, bah, c'est bien ça pour les Francas. Eh bien, bravo à camarade. Merci vraiment à tout le monde d'avoir participé. Je vais arrêter de partager mon écran. Et je vais repartager pour continuer. Voilà, donc voilà, merci beaucoup d'avoir participé. J'espère que du coup c'est plus clair par rapport à ce qu'on appelle les discours toxiques. Comme je vous disais, ce caout en fait existe. En fait, il y a la vidéo plus le caout que vous pouvez utiliser, qui sont disponibles sur notre site internet. Vous pouvez l'utiliser en amont de séances sur le sujet ou plutôt après. Et ça fonctionne généralement plutôt bien. Je voulais, hop, voilà, donc je repartage. Je pense que vous voyez mon écran, c'est bon? Okay. Oui, c'est bon, c'est bon. Okay, merci beaucoup. Donc voilà, là je voulais vous présenter d'autres activités. Bon, par exemple ici un parcours en fait, comme je vous le disais, le plus intéressant c'est de pouvoir de proposer en fait des parcours, plusieurs séances sur le même sujet. Donc par exemple ici un parcours qui serait sur les discours toxiques en face à face. Vous l'avez compris, on va parler des discours toxiques en face à face et aussi plutôt de ce qui se passe en ligne. Ici, on pourrait commencer par des activités autour de la liberté d'expression via du brainstorming, du débat mouvant que vous devez connaître. C'est important en fait de commencer par définir la liberté d'expression. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est un droit qui est important, mais aussi il y a des limites à cette liberté d'expression, à rappeler les éléments de droit. Et puis ensuite, continuer avec des activités autour des discours toxiques pour brainstormer sur ce qu'on définit, sur ce qu'on appelle ces discours toxiques, les analyser. Je vais vous cette activité de Malanti. Aussi proposer des études de cas. Souvent, on propose des études de cas chez Amnesty pour incarner en fait des thématiques qui paraissent parfois un peu abstraites. Les droits humains, ça peut paraître un peu loin, des textes juridiques, tout ça paraît très théorique. Quand on parle par contre de personnes qui ont été atteintes, qui ont été impactées par ces discours-là, de quel impact ça a eu justement sur leur vie, là tout de suite c'est beaucoup plus parlant, donc c'est important. Et puis on peut terminer par des activités, notamment là sur je fais quelque chose, je ne fais rien, dans tel cas, qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien, ça peut être aussi en fait, se mettre en sécurité, et c'est déjà important aussi. Et donc voilà, terminer sur des solutions, des stratégies de réponse. Comment est-ce que moi, est-ce que je peux me positionner? Comment est-ce que dans le futur, je peux agir ou pas face à ces discours toxiques? Voilà, ça c'était une proposition de parcours général. Et je voulais vous parler d'activités plus particulièrement. Par exemple, on a cette activité analyser les discours toxiques de Malanti.
qui se déroule en 2 étapes. En fait, on a une première étape individuelle où on va recevoir des discours toxiques qui sont tirés de médias, de choses qu'on a entendues malheureusement. On peut choisir par public. On a des discours toxiques envers les femmes, envers les personnes roms, envers les personnes musulmanes et envers les personnes LGBTI+. Hein. Donc, on reçoit ces discours toxiques et on doit en fait, notre mission c'est de les classer du discours le plus nuisible au moins nuisible sur le diamant que vous voyez sur la droite. Et puis ensuite, on va le deuxième tour, ça va être de se mettre en groupe et de montrer aux autres où est-ce qu'on a positionné justement ces propos et de se confronter finalement aux autres. Pourquoi est-ce qu'on les a mis à cet endroit ou non. Ça permet en fait de se poser des questions sur qui est la personne en fait qui dit ce discours. Par exemple, est-ce que si c'est dit par le Premier ministre ou par une personne dans le bar du coin, quelle est la portée, quel est l'impact de ce discours-là, dans quel contexte, quelle est la personne qui le dit, quelle est l'intention aussi, quel est l'impact réel sur les personnes. Donc, je pense que vous l'avez compris, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, comme beaucoup d'activités dans l'éducation populaire. C'est vraiment une activité qui permet de réfléchir, en fait, de se poser des questions, de développer son esprit critique et de comprendre vraiment quelle est la portée, en fait, de ces discours-là, de réfléchir à l'impact de ces discours toxiques. Voilà, donc ça, c'est une première activité dont je voulais vous parler. Une autre activité, là, c'est plutôt donc, sur les discours toxiques en ligne, qui permet un auto-positionnement. Donc, on va, de la même manière que les débats mouvants, en fait, on se positionne dans l'espace. On va mettre jamais, rarement, régulièrement, très souvent, on va les afficher, ces mots, dans l'espace. Et puis, en lisant la liste d'affirmations, les personnes vont devoir se positionner, donc littéralement à côté de jamais, ou plutôt très souvent. Donc, je vous ai mis quelques phrases ici. Par exemple, est-ce que j'utilise les réseaux sociaux pour rester en contact avec mes amis? Est-ce que j'utilise la fonction j'aime pour des images ou des textes que j'ai pas vraiment lus, donc j'ai pas vraiment pris connaissance, mais voilà, je les ai lus. Ça peut être aussi, est-ce que je transfère des choses ou est-ce que je republie des choses sans vraiment les avoir lues? Et donc, c'est une activité qui permet d'abord de faire un peu un diagnostic sur soi-même. C'est quoi mon comportement à moi sur les réseaux sociaux? Comment est-ce que j'agis? Et puis, ça permet aussi ensuite en collectif de réfléchir au type de comportement qu'on appelle plutôt passif, plutôt actif ou plutôt réactif. Passif, ça peut être aussi simplement rediffuser, republier en fait un post qui peut avoir entraîné des dommages. Si on n'a pas vraiment lu, on ne sait pas si on est vraiment d'accord, mais bon, on republie. Actif, ça va être proposer son propre contenu, en fait, être en contrôle de ce qu'on propose et en sa valeur. Et réactif, ça va être réagir à un contenu sur lequel on n'est pas d'accord. Du coup, de quelle manière est-ce qu'on réagit? Donc voilà, une activité qui permet d'abord de comprendre comment aujourd'hui on agit sur les réseaux sociaux notamment, et puis ensuite de réfléchir aux différents comportements et demain ou juste après cette activité, comment est-ce que j'ai envie d'agir moi? Est-ce que j'ai plutôt envie d'être passif, actif, réactif? Voilà pour cette activité. Et puis la dernière activité dont je voulais vous parler, c'était celle-ci sur en fait un jeu de rôle, là aussi qui permet de plutôt parler des discours toxiques en ligne. On va avoir 2 tours là aussi. On part d'un discours toxique, par exemple ici. Donc on a un post qui dit 100% des femmes déclarent avoir été victimes de harcèlement dans les transports en commun. Et puis dessous, on a un commentaire d'une personne qui dit bon, faut arrêter de voir du harcèlement partout, vous savez, dans les transports, il n'y a rien.
Donc, face à ce discours toxique, ce commentaire, on va distribuer des rôles aux personnes présentes. Vous voyez là les différents rôles, plutôt des personnes qui militent pour les droits humains, plutôt des trolls qui cherchent à envenimer la situation, plutôt des personnes pacificatrices donc qui cherchent plutôt le consensus, ou plutôt des femmes qui ont été victimes de harcèlement, etc. Donc voilà, des différents rôles. Et en fait, on va demander aux personnes de répondre à ce commentaire via des post-it en tant que la personne qui le représente, dans le rôle qu'ils endossent. D'abord en mettant un premier commentaire. Et puis le deuxième tour, ça va être de commenter ce premier commentaire, toujours en endossant le rôle qu'on leur a attribué. Une fois qu'on a fait cette simulation, bien entendu, ça permet vraiment de réfléchir à l'intention en fait des personnes. Qu'est-ce que cherchent ces personnes? Pourquoi est-ce qu'on réagit? De quelle manière est-ce qu'on répond? Quels sont les objectifs en fait de ces commentaires? Et là aussi, il y a ensuite de réfléchir à différentes stratégies de réponse. On a pu déjà le voir un peu dans le quiz. Est-ce que on pourrait répondre par l'humour? Est-ce qu'on pourrait répondre en utilisant plutôt des chiffres, plutôt en parlant avec des récits alternatifs, des choses plus positives? Voilà, donc c'est aussi une activité qui permet de réfléchir à ce qui se passe et puis de réfléchir à demain. Comment est-ce que moi je peux réagir aussi? Comment est-ce que je peux prendre part moi aussi dans la lutte contre les discours toxiques en fait. Voilà, je m'arrête là. Je voulais juste vous redonner donc le contact, l'adresse ici, c'est education@amnesty.fr. Si jamais vous avez des questions, si vous voulez qu'on reste en contact, n'hésitez pas à prendre contact via cet email. Et puis je vous ai remis le lien. Voilà, je suis désolée, je suis allée un petit peu vite du coup sur la fin parce que je voulais tout vous présenter et encore désolée d'avoir perdu ce petit temps tout de même. Voilà, je vais terminer pour ma présentation. Si jamais vous avez des questions, vous avez encore quelques minutes, je serais ravie d'y répondre. Aline qui est en train d'écrire quelque chose. Alors moi déjà dans le chat, j'ai mis le lien vers la demande de livret. Ouais, très bien. Moi je viens de le faire, je les ai tous demandés du coup. Et après, Anne dit qu'elle va partir rapidement, mais déjà travailler avec Amnesty International en Vendée, dans le cadre d'une action d'interaccueil jeune et Color Fraternity. Ah oui, tu nous en avais déjà parlé de ce projet, Aline, l'année dernière. Tu veux dire 2 mots avant de te sauver? Oui, je peux dire 2 mots. Donc oui, j'en avais déjà parlé, Color of Fraternity, c'est une action interaccueil jeune sur la lutte contre les discriminations et les préjugés, financée en partie grâce à la DILCRA. L'idée sur une après-midi, donc les jeunes participent à plein d'ateliers différents sur toutes les formes de discrimination, égalité filles-garçons, race, enfin bref, j'en passe. C'est des petits ateliers de 20 minutes et entre chaque atelier, enfin chaque stand, à chaque atelier, ils gagnent de la poudre de Holly et entre chaque stand, ils se balancent de la poudre de Holly. Donc c'est à la fois, il y a 20 minutes de sérieux et puis après une décompression, 20 minutes de sérieux, etc., etc. Donc ça fonctionne assez bien et j'ai eu l'occasion aussi d'animer une DVP une discussion à visée philosophique, pardon, sur les discriminations préjugées et une question philosophique des jeunes, c'est pourquoi est-ce que les ragots ou les choses qui sont fausses sont plus facilement diffusées que les choses vraies en fait? Pourquoi est-ce que ça part plus vite? Et on avait échangé là-dessus avec les jeunes et pourquoi est-ce que eux avaient tendance à diffuser ça plus rapidement que un truc qui était plutôt posé et vrai quoi. Donc l'échange avait été vraiment vraiment chouette avec les jeunes. Donc voilà, je referme la parenthèse et je vais devoir vous laisser parce qu'on a rendez-vous à 12h15 au pôle associatif. Donc voilà. Génial, merci beaucoup pour ce partage. Alors, je sais pas s'il y a d'autres remarques. Moi, ton intervention m'ouvre comme souvent plein de pistes et j'en vois 3. Donc, Aline a parlé de notre projet Graines de Philo. Donc, effectivement, je pense que là, il y a un support dans ce que vous proposez qui est vraiment formidable pour enclencher des discussions à visée philosophique sur des grandes thématiques avec des exemples précis. Donc ça pourrait être très très intéressant. Je pense aussi évidemment à la radio autour de la question de la liberté d'expression et je pense que dans la formation notamment,
on pourra utiliser avec beaucoup d'intérêt les ressources. Et puis j'ai aussi en tête, à la fois sur le fond et sur la forme, un programme qui est un peu nouveau chez nous, qui s'appelle les universités populaires de l'éducation, où là, cette fois, on s'adresse à des adultes, et à des habitants, hein, sur des grandes thématiques. Mais moi, je verrais bien une PE sur la question des droits humains et de l'éducation aux droits humains, en utilisant des méthodes, soit des jeux de rôle. Donc là, du coup, je vais aller bien regarder comment vous les mettez en place, et puis voilà, on reprendra sans doute contact pour voir comment ça peut se concrétiser, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Puis ça donne envie de faire de la formation avec vous, hein, quand même, parce qu'effectivement, là, je pense que tu nous as bien mis en appétit, mais Bah, tant mieux, j'espère. Oui, je voulais vous donner des choses concrètes aussi pour, voilà, pour vous montrer qu'effectivement nos méthodologies sont participatives, que c'est pas que du cours de droit, Hmm. mais qu'on est bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a en commun aussi. C'est pour ça que c'est contacté, hein. Ah oui, et j'ai pensé à une chose dans les références que tu donnes sur la question du droit, parce qu'évidemment, nous, c'était notre boussole, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, et notamment sur la question de la liberté d'expression et du droit à l'expression, hein, c'est l'article 13 de la Convention internationale. Voilà, donc bon, j'imagine que là, vos outils ils sont déjà ficelés, mais en tout cas, voilà, nous, typiquement, je pense qu'on le rajoutera évidemment quand on fera des interventions avec vos outils, on mettra ça aussi en plus des références de droit que tu as mentionnées tout à l'heure. Ça marche. Avant que tout le monde s'en aille, parce qu'il y aura des impératifs derrière, est-ce qu'il y a des dernières questions, remarques? De toute façon, effectivement, je mettrai en ligne ton diaporama, les liens et puis ton adresse mail. Puis, Laetitia? Oui, est-ce qu'il y a sur le site ou quelque part un endroit où on peut savoir si chez nous il y a Amnesty International? Moi, je suis à Carcassonne, par exemple. Euh, et donc, voilà. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux trouver des infos du partenaire le plus proche de mon territoire, en tout cas? Oui, oui, tout à fait. Et c'est ce que il y avait la carte tout à l'heure. Ah, j'ai pas Je vais fait remettre le attention. lien directement. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Mais effectivement, en fait, sur notre site internet, on a en fait un annuaire. Et donc, hop, voilà, je vous remets le lien. Donc, vous pouvez cliquer dessus, vous mettez Carcassonne. Et puis du coup, sort le ou les groupes les plus proches de chez vous. Et ensuite, il y a des pages. Et donc, dans ces pages, sont expliquées un peu les actions généralement qui sont menées par ces groupes. Et il y a une adresse email. Il n'y a pas de numéro de téléphone pour des questions aussi de démarchage, etc. Mais en tout cas, par email. Bon, ce sont des bénévoles. Donc, voilà, je dis toujours que voilà, soyez un peu patient. Ils répondent dans la semaine, quoi. Mais Oui, oui, parfois, ça, il n'y a j'ai pas de des souci. personnes qui Ok. me répondent, bah, qui me contactent le lendemain pour me dire on m'a pas répondu. Bon, voilà, c'est des bénévoles qui font de leur mieux, mais en tout cas, oui, qui répondent et qui seront ravis, je pense, de faire du lien avec vous. Ok, merci. Ok, bah écoute, je crois on va s'en arrêter là. Moi, et puis il y a aussi un sujet sur lequel on pourra retravailler, c'est la construction des contre-récits là, avec toute cette dynamique d'action, sans doute en termes de communication. Et là, je sais pas s'il y a quelqu'un chez vous qui est un peu spécialisé là-dessus, mais ça m'intéresserait aussi éventuellement de mettre en contact les personnes qui s'occupent de la communication et des publications chez nous, pour voir comment on arrive à travailler là-dessus, quoi. Et je pourrais te passer, parce qu'on est en train de remettre à jour, ça c'est plutôt côté formation militante, en fait, c'est du jargon à l'interne, hein. Mais on a des livrets qui justement proposent des récits alternatifs par public. Moi, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc je parlais par exemple des femmes. Et si tu veux, je peux te transmettre en tout cas des choses et à voir s'il y a du lien à faire avec mes collègues, effectivement, côté formation militante. Je me note ça de t'envoyer ça. Donc, Merci beaucoup. et ben super. Bah, écoutez, vraiment, merci beaucoup.
commandé. Et c'est Du coup, parfait. je Ce te sera envoyé. remercie. Je mets fin à Merci. l'enregistrement comme ça. Parfait. Hop.